Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette table ronde qui est donc organisée par Madines en partenariat avec Engie. Et donc on est là pour parler flexibilité. Alors flexibilité, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Maintenant, on peut se poser la question de savoir évidemment ce que ça signifie en matière de consommation énergétique, de consommation électrique. Donc c'est une tendance d'avenir, c'est une tendance prometteuse, mais attention, à condition bien sûr de s'appuyer à la fois sur des technologies adéquates et puis à condition aussi d'avoir les bons comportements et d'embarquer les bons acteurs. Donc c'est justement ce qu'on va un peu questionner ce soir avec nos invités, puisqu'ils sont tous spécialistes du sujet, mais avec des approches assez différentes. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc je vais vous les présenter. À mes côtés, donc Thomas Tirtio, vous avez fondé Elax Energy. Donc Elax Energy, vous nous en direz plus. Je peux simplement dire à ce stade que ce sont des chauffe-eau qui sont connectés. Donc évidemment, on voit venir la question de la flexibilité, mais vous expliquerez tout beaucoup mieux que moi. Angela Sutan, bonsoir. Vous êtes de votre côté professeur. Vous êtes professeur en développement durable. Vous êtes directeur scientifique du laboratoire expérimental de l'ESSEC et vous êtes aussi spécialiste en économie comportementale. Donc vous aurez sûrement beaucoup de choses à nous raconter à ce sujet. Et enfin, Sébastien Pialou, bonsoir. Vous êtes vice-président flexibilité retail chez Engie. Donc là, on voit se profiler la question des particuliers, évidemment. Donc merci à tous d'être avec nous ce soir. Et peut-être que pour commencer, on peut partir d'une question finalement assez générale pour poser le contexte. Donc on parle de la flexibilité, on dit que c'est bénéfique pour le réseau électrique. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être, Sébastien, avec vous, qui est évidemment représentant d'un acteur majeur de ces réseaux, pourquoi est-ce que cette flexibilité elle est importante? Pourquoi on en parle aujourd'hui peut-être plus qu'hier? Alors effectivement, on va situer le contexte. Alors quand on parle de flexibilité, on parle d'abord d'énergie, et notamment d'énergie électrique. Et pourquoi on parle d'énergie électrique? Parce que en fait, l'énergie électrique, ça ne se stocke pas. Et du coup, il faut veiller en permanence à assurer un équilibre entre la production d'un côté et puis la consommation de l'autre. Parce que sinon, le système diverge et vous avez des blackouts. Et donc la flexibilité, ça va consister à avoir cette capacité d'équilibrer production et consommation en temps réel afin de garantir l'intégrité du système. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, puisque jusqu'à présent, tant du point de vue de la production, vous démarrez des actifs de production type centrale à gaz, ou côté de la consommation avec des industriels qui acceptaient de s'effacer, c'est-à-dire de moins produire, de moins consommer, eh bien, vous arrivez à garantir cet équilibre. Mais dans les dernières années, eh bien, en fait, vous avez eu une augmentation de la demande d'énergie, de demande d'électricité, avec notamment de nouveaux usages chez les particuliers, que ce soit le véhicule électrique, que ce soit la pompe à chaleur ou que ce soit tous les autres appareils connectés qui existent aujourd'hui. Et donc, pour faire face à ça, et puis aussi pour permettre d'utiliser au maximum les énergies renouvelables, il y a une demande de flexibilité qui est en train de s'accroître. Et côté ENGIE, on est assez emballé par ça parce que en fait, on rentre dans le consommer mieux, le consommer moins, qui est important pour nous, de même que dans tout ce qui est transition énergétique, parce qu'on a quand la flexibilité accompagne en fait la transition énergétique. Voilà. Alors on va essayer de comprendre justement qui sont un peu les acteurs en présence. Là, vous avez parlé de consommer mieux, consommer différent, donc on va plonger chez le particulier. Mais avant ça, on peut aussi essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive à créer de la flexibilité sur le réseau avec tout un panel d'acteurs. Vous, Thomas Tirtu, vous avez créé une entreprise qui contribue à la flexibilité. J'avoue que c'est assez intéressant dans le sens où on imagine tout de suite des gros acteurs comme Engie. On se demande un peu comment des plus petits, hein, sans vouloir vous offenser d'aucune manière, mais comment des plus petits acteurs peuvent aujourd'hui jouer sur la flexibilité d'un réseau à l'échelle globale en fait. Alors, comme l'a dit Sébastien, la flexibilité, ça existe depuis des dizaines d'années. Et avant, c'était avec des grands acteurs et des industriels. Et depuis peu, il y a un nouveau principe qu'on appelle la flexibilité diffuse. Donc, en fait, sur des tout petits appareils, et c'est là où il y a des nouveaux acteurs comme nous qui sommes arrivés. Et donc, nous, Elax, ce qu'on fait, c'est qu'on va piloter des chauffe-eau électriques. Donc, aujourd'hui, on en pilote plus de 24 000. Et en fait, on va s'en servir comme une batterie thermique géante. Donc, 24 000 chauffe-eau, ça représente pas loin de 200 mégawattheures d'énergie qu'on peut stocker. C'est assez énorme quand on sait ce que ça représente. Et l'idée, c'est qu'on va faire consommer ça selon le besoin du réseau. Et
quelque chose que je vais rajouter, qui est un peu, moi je trouve, du moment aujourd'hui, c'est qu'il y a un essor de plus en plus fort des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, elles ont cette problématique qu'elles sont un peu fatales. C'est-à-dire qu'elles produisent, en fait, décorrélées de nos besoins. Et en fait, elles viennent accentuer ces besoins de flexibilité. Et donc, nous, notre rôle, en tout cas, un petit acteur comme nous, Elax, qui pilotons seulement 24 000 chauffe-eau, mais il y a 10 millions de chauffe-eau en France, eh ben, on va vraiment permettre justement l'essor des énergies renouvelables en mettant en adéquation tous ces petits appareils qu'on a chez nous, qui sont aujourd'hui, entre guillemets, un peu bêtes, et qui demain, non seulement vont consommer moins, ce qui était un peu déjà l'idée depuis plusieurs années, mais ils vont aussi consommer selon le besoin du réseau et donc vont accélérer la transition énergétique. Mais c'est génial que des grands acteurs comme Engie s'y mettent parce que c'est le début, je pense, d'un nouveau mouvement, quoi. Et ça, les particuliers, ils ont un rôle à jouer là-dedans, Sébastien. Est-ce que nous, on peut, en tant qu'individu, influer sur cette flexibilité du réseau? Déjà, on n'en a même pas toujours conscience, mais... Alors oui, et en fait c'est même un gisement qu'on pense sous-exploité aujourd'hui et qui est pourtant assez immense. Parce que cette flexibilité chez les particuliers, c'est une flexibilité qui va être gagnante-gagnante. Parce que notamment, ça va pouvoir influencer un moment sur la facture et réduire la facture. Et puis pourquoi gagnante-gagnante? Parce que, comme le disait Thomas à l'instant, c'est que ça permet aussi l'essor des énergies renouvelables et donc c'est bon pour la planète. Alors, il y a 3 types de flexibilité et Thomas en a cité une, mais je commencerai d'abord par ce qu'on appelle la flexibilité structurelle, c'est-à-dire qu'en gros, ça consiste à utiliser vos appareils électroménagers, par exemple, à un moment de la journée dans lequel il y a beaucoup plus de production de consommation. Donc typiquement, vous mettez votre lave-linge la nuit. C'est très simple. Et ça, avec ce type d'éco-geste, vous contribuez déjà à la flexibilité du système. Le deuxième type de flexibilité, c'est quand vous répondez à une incitation de votre fournisseur d'énergie. De temps en temps, vous avez des alertes rouges éco-watts d'un jour pour l'autre et vous entendez notamment des messages à la radio qui vous disent « Attention, demain, ça va être un jour tendu, donc limitez votre consommation ». Et là, selon votre fournisseur d'énergie, en tout cas c'est le cas chez Engie, eh bien, vous avez des incitations à pouvoir à vous dire allez, faisons un challenge et réduisez votre consommation d'énergie et il y a peut-être quelque chose à en tirer au bout, en fait. Et ça vous permet, on appelle ça la flexibilité comportementale et ça contribue aussi à l'équilibre du système. Et puis, le troisième type de flexibilité, ça va être une flexibilité où vous allez piloter des assets, en fait. Et nous, on pense beaucoup au pilotage du chauffage électrique qui est important. Et là-dedans, en fonction de... Si vous mettez un thermostat connecté aussi sur votre chauffage électrique, l'ADEME a démontré que vous réduisiez vos consommations de 15%. Donc, flexibilité dynamique dans ce cas-là. Moi, j'ai entendu un terme comportemental dans ce que vous venez de dire. Donc, évidemment, je vais me tourner vers votre voisine. Donc, on peut influencer les comportements, on le sait. Après, influer les comportements, c'est pas sans risque non plus. Et en fait, il y a parfois des moments où on peut avoir un petit peu l'effet inverse de ce qu'on recherche. Et ça, c'est ce que vous avez pu observer. C'est-à-dire que c'est quand même à manier avec précaution parce qu'on n'est jamais vraiment certain du résultat du comportement des consommateurs. Alors effectivement, il y a beaucoup d'incitations qui ont été mises en place, qui ont ce qu'on appelle un effet contre-productif. Si je reprends les 3 types de flexibilité que vous avez cités, notre cerveau à nous, les humains, n'est pas câblé pour faire une réponse cognitivement valable à la flexibilité structurelle, par exemple, et à la flexibilité de pilotage. On peut encore répondre à de la flexibilité que nous, on appelle conjoncturelle, qui est la flexibilité que vous avez appelée comportementale, mais nous n'avons pas les ressources cognitives nécessaires parce qu'on a des comptes mentaux, en fait, qui sont saturés et qui ne peuvent pas gérer ce genre d'incitation, en fait, externe. Et donc, du coup, il y a eu des incitations qui ont souvent été mises en place en misant sur une réponse rationnelle et calculée et optimisatrice des consommateurs. Et malheureusement, on s'est retrouvé avec des effets contraires. Je peux te donner un exemple. Il y a eu une grande expérimentation en Alsace, par exemple, dont vous en avez peut-être entendu parler, où les utilisateurs étaient informés de la consommation d'un de leurs voisins
avec l'espoir que s'ils allaient voir que le voisin consommait moins, ils allaient réduire leur consommation électrique. Alors tout ça, ça part d'une très bonne théorie, c'est théorisé, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, et l'effet contre-productif a été que les utilisateurs qui voyaient, qui consommaient eux-mêmes moins que le voisin, ils ont augmenté leur consommation d'électricité en se disant j'ai de la marge. Et donc, du coup, en fait, ça a donné l'effet contraire. Donc, en gros, il faut prendre toujours plein de précautions et il faut tester l'outil. Et c'est ça qu'on fait, nous, à l'ESSEC, dans le fameux laboratoire d'économie expérimentale. Il faut tester l'outil avant de le lancer à grande échelle parce que ça peut coûter cher et ça peut coûter encore plus cher en effet cumulé. Voilà. Oh, évidemment, on essaiera de comprendre un peu ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne. Là, on a parlé des exemples où ça ne fonctionnait pas. Mais avant ça, je voulais vous poser la question, Thomas, est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas faire confiance aux consommateurs que vous avez choisi de ne pas leur confier la gestion du pilotage de leur chauffe-eau ? Très bonne idée, d'ailleurs. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est biaisé, parce que moi, je suis ingénieur thermicien. Donc, moi, on me dit piloter mon chauffe-eau à ma maison, je me dis génial. Après, je me dis, en fait, je ne suis pas comme tout le monde. Et en fait, quand on pose vraiment la question à monsieur et madame tout le monde, piloter son chauffe-eau, ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse. Ce qui intéresse les gens, et c'est là, nous, on travaille uniquement avec les bailleurs sociaux aujourd'hui, avec les locataires. Et quand on leur a posé la question, ce qui leur intéresse, c'est leur portefeuille. Est-ce qu'ils font des économies et leur confort. Et c'est tout. Et en fait, savoir si le chauffe-eau il doit s'allumer ou s'éteindre, à quelle heure ou quoi que ce soit, pas de souci. Donc nous, on a fait le choix en fait où on installe un boîtier pour que le chauffe-eau devienne intelligent et après pilote automatiquement. Et donc l'utilisateur, on va dire entre guillemets, 90% du cas, l'utilisateur il oublie qu'il a un boîtier même sur son chauffe-eau. Après, il a un tout petit contrôle entre guillemets. Il peut scanner et du coup dire ah je sais pas, je pars en congé, je le coupe, ou alors j'ai la famille qui vient et je rehausse. Mais c'est vraiment à la marge, même ce type de comportement. Nous, on le voit, qui le font par eux-mêmes, en tout cas sur le chauffe-eau. Je ne sais pas pour le radiateur, parce que c'est beaucoup plus sensible. Dès qu'on aime le radiateur, on a un effet tout de suite. Le chauffe-eau, finalement, c'est quelque chose qui est caché même dans un placard. Parfois, les gens ne savent même pas qu'ils ont un chauffe-eau, donc on part de plus loin, quoi. Effectivement. Alors, si on a envie que ça fonctionne, Angela, quand même, parce que là si on peut, les radiateurs, par exemple, souvent, vous le disiez, on peut les gérer soi-même. Donc, si on a envie d'entraîner les gens dans des bons comportements, est-ce qu'il y a, à l'inverse de peut-être l'expérience qui avait été faite en Alsace, des choses qu'on peut activer dans le cerveau des gens, j'en sais rien, pour les encourager à agir ? Comment on manipule les gens ? En fait, on manipule les gens si on accepte de ne pas charger leur compte mental, tout simplement. Alors, ce que vient de dire Thomas, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut surtout pas laisser la charge du thermostat dans les mains de l'utilisateur parce qu'il est trop difficile de planifier et de prendre soin de cette affaire en fait, de manière responsable. Et en fait, la meilleure manière de manipuler les gens, c'est de leur laisser l'option par défaut, qui est déjà une option intelligente et qui a déjà été calculée et testée, parce que là, les gens sont confortables et du coup, ils sont contents parce qu'effectivement, les trois, je pense que tout le monde a entendu parler de coups de pouce, d'intervention, de gamification. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans une phase dans laquelle on a de la gamification fatigue, de la nudge fatigue. L'individu, ce qu'il veut, c'est son confort et son argent. Typiquement. Et à partir de là, en fait, ce que je donne comme conseil tout le temps, parce que ça a été validé dans toutes les recherches, etc., ce qui marche le mieux, c'est le comportement par défaut, c'est-à-dire où je n'ai pas à prendre de décision, en fait, en tant que consommateur. Voilà. Justement, quel type parce que vous êtes au cœur, pour le coup, des particuliers, de la relation avec les particuliers chez Engie, quels sont les procédés de flexibilité que vous avez mis en place qui impliquent les particuliers ? Est-ce que vous avez peut-être des démarches assez concrètes à nous raconter ? Alors, je reprendrai le diptyque aider le portefeuille et puis garantir le confort qui vient d'être dit, et en se disant la flexibilité chez le consommateur, c'est les aider justement à déplacer ou moduler leur consommation. Bon. Et pour ce faire, il y a quand même historiquement les heures pleines et les heures creuses, ça marche quand même pas mal. Et les chauffe-eau justement étaient conditionnés pour pouvoir s'activer pendant les heures creuses. Donc ça, c'est la première chose. Et quand vous avez un contrat heure pleine, heure creuse, vous avez des différences de prix.
Chez Engie, par exemple, si vous avez un véhicule électrique et que vous prenez un contrat Eleccar, vous avez une différence de 50% entre les heures pleines et les heures creuses pour charger votre véhicule électrique. Donc ça, c'est le premier point. Donc, avantage sur votre portefeuille. Deuxième point, si je reviens sur la flexibilité comportementale, bon, les éco-défis marchent d'autant plus que si vous faites parmi les meilleurs, vous êtes parmi les meilleurs de votre catégorie, eh bien, vous avez une réduction de 4 € sur votre facture. Bon, à chaque fois que vous gagnez un défi. Puis la troisième chose, donc c'est sur le pilotage des radiateurs électriques. Là, vous avez une obligation, il y a une obligation d'ici 2027 de se doter de thermostats connectés. Eh bien, ce thermostat connecté, il sera offert dans la mesure où vous êtes d'accord pour qu'on puisse copiloter ensemble votre radiateur électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez le programmer, vous pouvez programmer son profil, et nous, on peut être amené, lors de pics de consommation, à pouvoir moduler sa puissance pendant un pas de temps, 10 minutes, 15 minutes, pendant lequel, eh bien, finalement, vous n'allez pas forcément remarquer que vous avez ce radiateur qui s'est éteint. Pourquoi? Parce que vous avez une inertie thermique du bâtiment et en plus, on s'engage vis-à-vis de vous à vous garantir votre confort, à ne pas descendre en dessous de 1 degré par rapport à ce que vous nous demandiez. Donc, finalement, ça se sent très peu, en fait, quand on le fait. Ouais, 1 degré, c'est acceptable. On voit les différents systèmes que vous utilisez, donc on gagne 4 € ou on consent à être copiloté. Angela, si on devait concevoir justement un programme de gamification, si Engie voulait en lancer un nouveau, si demain Thomas voulait lancer un programme, est-ce que vous auriez des conseils? Comment est-ce qu'on conçoit un jeu incitatif pour qu'il fonctionne? Pour faire simple, il faut absolument que le jeu prenne en compte le comportement réel et pas le comportement déclaré, d'une part. Si on demande aux gens, est-ce que vous êtes prêts? Comme tout le monde le sait, tout le monde est prêt à faire tous les efforts. Et après, dans la réalité, combien de gens le font? Beaucoup moins. Donc, principalement, il faut absolument que ça pousse à l'action et pas juste à une prise de position. Deuxièmement, en fait, il faut insister sur quelques ressorts comportementaux qui sont prouvés, qui marchent. Donc, encore une fois, en tant qu'individu, on n'est pas capable d'optimiser, on fait juste ce qu'on appelle du satisficing, c'est-à-dire tant que je suis à peu près OK, je suis bien. Voilà. Ensuite, il faut que ça me coûte le moins possible en termes de coût cognitif. Donc, plus on me donne une solution clé en main dans laquelle je n'ai pas besoin moi-même de programmer mon thermostat, plus voilà, cet appareil-là vient déjà avec une option par défaut, mieux je m'en sortirai. Ce qui marche beaucoup, effectivement, c'est ce qu'on appelle la norme descriptive. Ce que je vois faire autour de moi dans mon groupe de référence, je le ferai. Donc, plus des gens que je connais, que j'apprécie, etc., le font, je le ferai. Après, ce qui marche moins, c'est tous les coups de pouce de type gain. C'est-à-dire, si j'ai à gagner quelque chose, ça, malheureusement, ça marche moins. En fait, les individus sont plus sensibles quand ils perdent quelque chose. Donc, par exemple, si on voulait vraiment faire une gamification, il faudrait mettre en avant, si vous ne faites pas ça, ou là, en ce moment, vous êtes en train de perdre 20 €. Ça marche beaucoup plus. Ça s'appelle la version à la perte. En fait, ça marche beaucoup plus que si on contextualise quelque chose en termes de gains. Voilà. Voilà, quelques idées. Vous allez changer votre jeu et vos défis. Là, vous allez perdre des points et des euros sur les flèches. Alors, évidemment, quand on est dans une entreprise commerciale, il vaut mieux donner du bonus à ses clients que des malus. Non, il ne s'agit pas de donner de malus, il faut leur faire comprendre que s'ils ne font pas, ils perdraient. En fait, il faut bien sûr pas qu'ils commencent à perdre effectivement de l'argent, mais qu'ils se rendent compte que ça pourrait leur arriver. Alors, on a beaucoup parlé comportement, on va quand même parler un peu technologie, parce que sinon c'est pas drôle. Vous me parliez un peu là, de tout à l'heure de voitures connectées, de maisons connectées. Est-ce qu'il y a un peu des nouvelles possibilités justement offertes, Sébastien, par les avancées technologiques qu'on connaît en ce moment? Alors oui, en fait, il y a quelques semaines à peine, on a annoncé au Salon de l'Auto une nouvelle offre qui s'appelle Ma Recharge Intelligente et qui concerne le véhicule électrique. Alors pourquoi le véhicule électrique? Parce qu'il y en a déjà plus de 2 millions en France, enfin bientôt 2 millions en France. Et en fait, 9 Français sur 10 vont le recharger
à la maison. Sauf que, en fait, comment ils le rechargent? C'est-à-dire qu'ils arrivent chez eux à 18h et puis ils branchent leur véhicule électrique et ils se retrouvent finalement à payer le prix maximum. Et si tout le monde le fait en même temps, ça peut aussi contribuer à déséquilibrer un petit peu le système électrique. Et donc, ce qu'on a lancé, c'est cette offre qui comprend à la fois une borne connectée, à la fois une offre adaptée et puis une application pour piloter votre recharge. Et si là encore, vous pouvez soit décider de programmer vous-même votre recharge, ou vous pouvez faire confiance à Engie et donner votre accord pour qu'il puisse piloter cette recharge. Et dans ce cas-là, vous pouvez espérer un gain de 28% en moins de consommation, sur votre facture pour chaque recharge en fait. Alors on se dit qu'on va être, nous, en tant que particuliers et consommateurs, de plus en plus sollicités, de plus en plus encouragés à gérer ces éléments chez nous et notre maison connectée. Ça, Thomas, est-ce que ça vous donne envie de proposer votre offre de chauffe-eau connecté aux particuliers? Est-ce que pour vous, c'est un objectif de développement, une possibilité? Si vous ne connectez pas votre chauffe-eau avec ma solution, vous allez perdre 95 € par an. Je vous le dis. Tout compris. Vous perdez... J'essaie d'apprendre. Oui, moi je pense que j'étais en train de réfléchir aux voitures électriques. En fait, c'est un peu ce qui se passe anciennement avec les chauffe-eau, c'est-à-dire qu'ils s'allument tous en fait au début de l'heure creuse. En fait. À l'heure creuse, il y a plusieurs horaires, mais plus ou moins, ils se lèvent tous à 22 ou 23 heures. Et en fait, à 23 heures, il y a 10 millions de chauffe-eau en France, moins 8 millions, qui commencent tous à chauffer à ce moment-là. Et en fait, ce que fait Engie avec les voitures, c'est génial, c'est de trouver le meilleur moment en fait pendant la nuit, parce qu'en fait les gens ils ont remarqué que les gens prenaient peu la voiture entre 18h et 6h du matin. Donc oui, nous notre offre aujourd'hui du chauffe-eau, en tout cas elle est chez les bailleurs sociaux, parce que c'est avec eux il y avait une raison sociale et puis ça nous a permis d'avoir nous des volumes très importants, de développer. Maintenant on est une start-up, on était 2 quand on a commencé, maintenant on est 40. Donc on a industrialisé la solution, on a développé le boîtier qui est fabriqué en Bretagne. Et là, maintenant, on arrive dans la phase où on va aller vers les particuliers. D'ailleurs, on cherche des partenaires pour aller vers les particuliers. Et il y a même encore d'autres usages, je pense, à inventer dans la maison. Alors là, Angela, je vais me tourner vers vous plus sur le côté un peu plus économie et développement durable, parce qu'il y a évidemment, dès qu'on parle de développement durable, des solutions nouvelles qui se créent, des startups. Comment est-ce qu'on fait ce passage à échelle? Est-ce qu'il y a aussi là peut-être des choses qui fonctionnent pour accompagner le passage à échelle de startups telles que Elax vers une diffusion plus large? Alors, il y a des solutions, il y a des moyens de vérifier ce qu'on appelle la scalabilité en fait d'une idée. Il y a 5 critères qui te permettent de voir si ton idée va pouvoir être mise à l'échelle ou pas. Voilà. Le fondamental de toutes ces 5 idées que je vais dire rapidement est une heuristique très simple sur laquelle fonctionnent les individus, qui est l'heuristique de la confiance. En fait, si je dois prendre un raccourci mental, je prendrai toujours le raccourci de faire confiance. Si je fais confiance à Engie qu'il va charger ma voiture pendant la nuit, je prends cette prise, comment ça s'appelle, la recharge intelligente, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ça perturbe mon rituel de vie. Moi, ce que je sais, c'est que quand je rentre dans mon garage, je branche ma voiture et il ne faut pas que ce geste-là soit délayé. Par contre, le moment où ça commence vraiment à charger, ça, je laisse à quelqu'un à qui je fais confiance et là, du coup, tout ira bien. Et donc, pour revenir à la scalabilité, en fait, comment est-ce que je fais pour que ce geste-là soit adopté dans plein de domaines, dans plein de comportements différents, en fait, il faut principalement vérifier que l'idée qui a été validée à petite échelle, en fait, a bien été validée sur la bonne population, la bonne niche. Donc, c'est le problème de représentativité, en gros. Où est-ce que j'ai fait le test? Si ce test-là s'est rendu concluant, est-ce que je l'avais fait où il fallait? Parce que, par exemple, si j'ai installé, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je donne un exemple hypothétique. Si j'ai installé tous les chauffe-eau dans le 16e, par exemple, et ensuite je pense installer ces chauffe-eau-là à Fontaine-Douche, moi je viens de Dijon, c'est pour ça que je cite Fontaine-Douche, qui est un quartier qui n'est pas tout à fait comme le 16e, ces individus-là ne vont pas être sensibles exactement à la même
vont pas avoir les mêmes attentes. Après, donc ça, c'est les 2 premiers niveaux. Le 3e niveau, c'est il faut faire attention aux effets de contexte. Est-ce que l'idée que j'ai proposée est dépendante soit d'un événement fort, soit d'un porteur fort. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que Thomas, vous avez mis votre photo sur tous les chauffe-eau? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, par exemple, c'est ça que j'ai en tête, quoi. En fait, il ne faut pas que l'idée soit dépendante d'un porteur. C'est ça que je suis en train de dire. Alors, je sais que quand on est entrepreneur et qu'on a inventé une idée intéressante, on a envie justement que les gens sachent que c'est nous, etc. Mais en fait, il faut réussir à s'en détacher et à déconnecter en fait l'idée de la personne et ça c'est difficile souvent pour les entrepreneurs. Enfin, il faut faire attention à 2 autres choses qui sont 1, les effets de spillover et 2, ce qu'on appelle les contre-économies d'échelle. En fait, il faut faire attention parce que souvent quand on passe à échelle, au lieu de faire des économies, en fait, on fait des bénéfices qui n'arrivent pas à compenser les coûts de mise à échelle. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que c'est un pas qui peut faire capoter un projet. Et souvent, dans ces cas-là, je pense que le mieux, c'est de se faire accompagner par des grands acteurs, en fait, qui peuvent supporter ce type de coût-là. Voilà. Alors Thomas, vous avez eu une idée justement, vous avez attaqué par les chauffe-eau, vous avez choisi la voie des bailleurs et aujourd'hui c'est une solution connectée. Est-ce que finalement vous êtes le premier ou l'un des premiers d'une salve beaucoup plus vaste qui arrive? Est-ce que finalement tout a vocation à être connecté? Est-ce que demain, voilà, alors il y a des pubs aussi pour des maisons incroyables où tout est connecté. C'est une bonne chose, ça c'est une bonne idée? La maison totalement connectée, bon, ça, c'est un peu l'avis de chacun. Après, je pense que vraiment, la flexibilité, faut vraiment le voir comme un nouveau prisme qui peut changer énormément de modèles économiques de manière assez positive. Je pense que c'est génial que les fournisseurs d'énergie saisissent l'opportunité parce qu'en fait, in fine, l'énergie coûte moins cher pour le consommateur final, l'équilibrage du réseau coûte moins cher. Mais en fait, il y a aussi d'autres grands partenaires qui sont là, avec qui nous, par exemple, on travaille, comme des mainteneurs, comme des fabricants qui proposent déjà des objets intelligents. Donc en fait, il y a plein d'usages qui vont être créés. Et aujourd'hui, moi, j'aime bien appliquer la loi de Pareto. C'est-à-dire que si on veut faire de la flexibilité et que c'est de l'impact, il faut qu'il y ait de la consommation, il faut de la puissance. D'accord ? Donc un logement, qu'est-ce qu'il consomme ? Chauffage, appareil radiateur, ECS, ballon thermodynamique, chauffe-eau, pompe à chaleur, et après voiture électrique. Mais une fois qu'on a couvert ça, déjà, on a couvert déjà beaucoup d'usages, quoi. Après, je ne vous dis pas que peut-être dans 20 ans, on fera de la flexibilité avec votre frigo, mais ce n'est pas la première chose qu'on va faire. Mais je pense que c'est vraiment le voir comme un nouveau prisme et une nouvelle manière de voir pas mal de modèles économiques dans le domaine de l'énergie. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de se créer, que ce soit des API, que ce soit des acteurs de la flexibilité de diffus, et il y a plein de choses qui sont à construire. Mais c'est sûr qu'on va devoir, en tout cas nous, les plus petits players qui arrivons peut-être un peu plus agiles, un peu plus orientés data, on va devoir s'associer en fait avec des vrais acteurs qui sont déjà en place. Parce qu'en fait, le scale pour nous coûtera beaucoup trop cher de le faire tout seul. Et on sera incapable de le faire. Surtout qu'à partir du moment où les grands acteurs vont voir aussi qu'eux aussi, en fait, ils ont une opportunité en fait, à saisir vis-à-vis des autres grands acteurs. Il y a quelque chose à faire. Donc, hâte de voir la suite. Comment ça se passe justement? Quelle vision vous portez là-dessus, vous, du côté grand acteur en tant qu'Engie? Et est-ce qu'il y a on parle de nouveaux écosystèmes, de nouveaux modèles? Est-ce que vous en observez certains émerger en France ou peut-être éventuellement à l'étranger aussi? Alors, on va parler un peu de l'étranger, oui, parce qu'en fait, Engie, chez les particuliers, est présent sur 6 pays, dont notamment la Hollande, la Belgique et l'Australie, et aussi l'Italie et la Roumanie. Et en fait, ce qu'on voit, notamment sur Australie et Benelux, c'est que déjà, on a des maisons qui sont de plus en plus multi-équipées. Vous avez votre véhicule électrique, vous avez une pompe à chaleur, peut-être hybride d'ailleurs. Vous avez des panneaux photovoltaïques, vous avez peut-être aussi une batterie domestique. Et ça fait qu'il y a un potentiel pour piloter ces assets qui est déjà intéressant. Mais en fait, en face, vous avez une deuxième chose, c'est que vous avez quand même beaucoup de panneaux photovoltaïques. Dans le Benelux, vous avez plus de 30% des maisons qui sont équipées. Et ça a un impact très concret, c'est que vous pouvez avoir en milieu de journée des prix qui tombent à zéro, voire des prix négatifs. Et qu'est-ce que ça veut dire, prix négatif? C'est-à-dire que si vous voulez injecter de l'énergie dans le système, eh bien, vous devez payer
pour injecter de l'énergie. Et c'est le cas notamment en Australie où, en tant que particulier, si vous le faites, vous êtes pénalisé et vous allez devoir payer quelque chose. Bon. Parce qu'en fait, il y a tellement d'énergie qui est mis là-dedans que ça vient, comment ça s'appelle, déséquilibrer le système. Si je prends l'exemple de l'Italie, vous avez, je crois que c'était en 2023, 5 gigawatts qui ont été mis de solaire en plus, donc 4 gigawatts qui étaient uniquement chez les particuliers. Et ça aujourd'hui, on ne peut pas faire one-off comme ça chez les particuliers. En fait, c'est le petit plus. Et donc, du coup, ce qu'on est en train de voir se développer, c'est des systèmes de pilotage intelligent multi-équipements pour permettre aux particuliers justement de lui diminuer sa charge mentale, de se dire à quel moment je dois commencer à actionner le gaz sur ma pompe à chaleur hybride, à quel moment je dois charger mon véhicule, et choses comme ça, donc pour lui faciliter la vie. Et donc, derrière, d'arriver à avoir ces appareils intelligents qui vont permettre d'optimiser, grâce à leurs algorithmes, votre consommation pour vous permettre de diminuer votre facture au mieux. Donc là, on voit des exemples assez innovants. Et je voudrais le faire entrer en résonance avec ce que vous me racontiez, Thomas, parce qu'évidemment, on avait discuté au préalable. Et vous avez été influencé dans votre perception du marché et de l'énergie par un exemple qui est assez inverse de pays plutôt sous-équipés ou qui souffrent de problèmes d'électricité. Oui, alors j'ai la particularité, c'est que je suis né en Afrique du Sud et donc j'ai ma sœur qui vit encore là-bas et elle a donc des enfants. Et en Afrique du Sud, l'année dernière, ils avaient à peu près 8 à 10 heures de blackout par jour. Et du coup, le petit exemple que j'avais partagé, c'était ma nièce, quand elle était venue à Noël en France, elle était hyper surprise que la lumière s'allumait quand on appuyait sur l'interrupteur. Parce qu'en fait, en Afrique du Sud, c'était pas toujours le cas à cause du blackout et à cause de cette mauvaise gestion. Et du coup, on parlait un peu de cette... parfois, en tout cas en France, on se rend plus compte en fait de à quel point techniquement le fait d'avoir l'électricité en 24 heures sur 24, et on a personne... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais connu de blackout en France de ma vie, sauf si c'était moi qui ai cassé les fusibles, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et parfois, les gens ne réalisent pas à quel point c'est magique. Et du coup, par toutes ces solutions qu'on est en train de mettre en place, on est en train de robustifier, on va dire, ce système. Mais moi, je trouve ça incroyable, là, vers où on va avec la flexibilité des flux et tous ces nouveaux usages, quoi. Et donc, ça implique qu'il y a quand même peut-être besoin de changer aussi le regard qu'on a en France sur ce service, sur l'électricité, et peut-être aussi plus largement. En ce moment, on parle beaucoup d'eau et de la raréfaction de l'eau. Et c'est vrai qu'on ouvre le robinet, ça coule, c'est formidable, ça coûte pas très cher, l'eau de la ville, on peut laisser couler, c'est pas grave. Angela, comment est-ce qu'on arrive à changer un peu nos mentalités sur ces ressources qu'on considère finalement acquises ? On est vraiment justement au moment où on est en train de changer de mentalité. Et j'allais vous parler juste de tout ce que nous sommes en train de faire en termes de passage à l'économie circulaire. Mais puisque Thomas a donné l'exemple du blackout, il y a aussi une deuxième solution, donc je vais vous donner aussi l'autre solution. La première solution, déjà, c'est le changement de paradigme. Si je ne vois plus le chauffe-eau comme un produit, mais comme un service, en fait, donc au lieu d'acheter des produits, j'achète des services, forcément que d'une part, je vais avoir un comportement plus responsable parce qu'on me rend un service et donc du coup, par ce mécanisme mental que j'ai, comme je vous ai dit, de la confiance, en fait, on m'a fait confiance, on m'a donné ce service, je réciproque, donc du coup, je rends mieux que si j'avais acheté un produit. Il y a certains pays qui ont déjà mis en place, par exemple, cette histoire-là de même panneaux voltaïques comme un service, en fait, ça n'a pas... C'est plutôt le particulier qui les achète, ça appartient à l'entreprise, etc. Le chauffe-eau, par exemple, tu pourrais ne pas l'acheter, le louer, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première solution, c'est celle-ci. Faire en sorte donc, que les citoyens réciproquent parce qu'on est dans un paradigme circulaire. Et le deuxième, en fait, je plaisante là, d'accord ? Je à préciser. Alors moi, j'ai vécu dans un pays totalitaire dans lequel, en fait, par réglementation, en fait, par la loi, on avait un blackout imposé de 20h à 21h tous les soirs, en fait, parce que là, il y avait la plus grande consommation. Et c'est ça qui a fait, par exemple, dans mon pays, la révolution, parce que les gens se réunissaient dans le noir, en fait, et bien, ils se plaignaient entre eux, et puis après, on a réussi à s'en sortir comme ça. Donc, ça peut avoir des avantages aussi, voilà. Donc... un blackout par la loi. Voilà. C'est une anecdote, d'accord ? Et vous me disiez qu'il y avait des pays aussi qui avaient entamé un peu ce changement de perception. Vous me citiez la Norvège, par exemple. Comment est-ce qu'ils ont réussi à travailler sur cette question de
de donner de la valeur à quelque chose que l'on considère comme acquis? C'est la capacité qu'a le gouvernement norvégien en particulier, mais aussi le gouvernement irlandais, par exemple, ils sont dans la même démarche, de faire comprendre aux particuliers qui participent au bien commun, en fait. En fait, que par toutes tes actions, en fait, tu nourris le bien commun dont tout le monde peut ensuite se servir. Et ça passe par l'éducation, généralement. Voilà. On est mieux, on est meilleur contributeur au bien commun si on est mieux éduqué. Et donc, du coup, ça commence très tôt. Et donc, du coup, quand le gouvernement, enfin, les entreprises et le gouvernement norvégien ont amené sur le marché l'électricité comme service et pas comme produit, en fait, le consentement à accepter de la population a été forcément très grand parce qu'on était déjà dans le paradigme. Voilà. En France, nous sommes en train de changer de paradigme, mais on n'y est pas tout à fait. Voilà. Et puisque tout le monde parle de ses origines, moi je vais vous dire que je suis d'origine norvégienne, donc je suis ravie que ce soit le bon exemple de citer ce soir. On comprend de ce que vous dites tous qu'on est un peu à la croisée des chemins, ou en tout cas proche d'un point de bascule, parce qu'il y a des nouvelles technologies, parce qu'il y a des nouveaux usages, des nouveaux business models, des nouveaux acteurs. Aujourd'hui, peut-être une question un peu large de conclusion sur laquelle j'aimerais bien vous entendre tous les trois. Qu'est-ce qui pourrait accélérer cette flexibilité dont on a besoin pour pouvoir répondre à tous les défis que vous citiez en introduction, Sébastien? Qu'est-ce qui pourrait accélérer et qu'est-ce qui pourrait éventuellement, à l'inverse, freiner ou retarder, faire peser des risques? Voilà, je ne sais pas lequel de vous trois veut commencer. Si vous voulez, je commence. Bon, tout d'abord, en termes de ce qui peut accélérer, c'est de convaincre tous les consommateurs que la flexibilité, pour eux, ce sera du gain, enfin, un gain sur leur portefeuille et sans obérer leur confort. Et donc, du coup, qu'on ait se consommer moins, se consommer mieux, bah, ça a un impact direct sur leur portefeuille qui est positif. Maintenant, sur ce qui peut à la fois inciter ou freiner, il faut un cadre régulatoire qui soit à la fois incitatif et aussi stable. Aujourd'hui, on a appris que les pouvoirs publics avaient décidé de suspendre le coup de pouce et on espère, ou suspendre, voire d'arrêter le coup de pouce, on espère qu'il redémarrera le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que ce type de mécanisme, ça permet aux particuliers de s'équiper avec un thermostat connecté dont ils auront l'obligation d'être équipés en 2027. Et puis nous, ça traite un sujet dont on a parlé, c'est la montée à l'échelle et la scalabilité. Ça nous permet ça aussi, le coup de pouce. Donc on appelle de nos voeux à un cadre régulatoire qui soit stable, incitatif, et notamment que le coup de pouce revienne. Voilà. Thomas ? Alors, je pense qu'il pourrait accélérer la chose. Je vais essayer de trouver une autre idée. Un peu technique, mais c'est que la flexibilité soit valorisée dans la méthode de calcul des DPE. La méthode de calcul des DPE, c'est quelque chose qui est assez complexe, sur lequel l'électricité, il a un facteur de 2,3, qui est un peu du coup rehaussé, qui représente en fait la rentabilité, enfin l'efficacité du système électrique au global. En fait, quand on rajoute de la flexibilité, en fait, on consomme un moment où ça aide le réseau, et donc on pourrait peut-être baisser ce facteur-là s'il y a de la flexibilité. Ça, je pense, ça aura un impact énorme parce que du coup, il y a toutes les contraintes EFG et du coup, on a un point de vue investissement pour les copropriétés et du coup, ça aiderait en tout cas le côté incitatif pour aller vers la flexibilité. Et ce qui pourrait peut-être empêcher, je pense, la flexibilité, c'est peut-être des politiques énergétiques proches comme des US où on retournerait, je sais pas, en France, on irait à fond sur le gaz de schiste, on rouvrirait toutes les centrales à charbon. Je pense qu'on aurait moins besoin de flexibilité. Si d'un coup on se mettrait à produire là, mais par contre on irait en contresens sur la décarbonation. Donc, voilà, je pense que ça ce sera un mouvement qui réduirait les besoins de flexibilité. Angela ? Alors pour ma part, ce que je recommande, pour que ça marche, en fait, il faut réduire ce qu'on appelle les sludge. C'est les frictions en fait administratives de type administratif. Par exemple, si je veux bénéficier d'une subvention ou mettre des panneaux ou acheter le chauffe-eau, etc. S'il faut que je remplisse plein de papiers, etc. Ça décourage l'individu. Voilà. Plus les procédures seront simples et clés en main, plus ça va marcher forcément.
Et après, ce qui marcherait aussi, et je vais être un peu provocative, c'est de ne plus appeler ça de la flexibilité. Encore une fois, en termes de perception, l'individu normalement constitué n'aime pas la flexibilité. Donc, ça fait un mouvement direct de rejet. Il faut trouver un autre nom à la flexibilité. La contribution, je ne sais pas, il faut trouver un autre nom. Je suis désolée, mais c'est vrai, c'est ça que montrent nos recherches. Et ce sont des recherches comportementales, pas déclaratives. Et après, qu'est-ce qui pourrait œuvrer contre? En fait, ce qui pourrait œuvrer contre, c'est la perception par les particuliers de gains qui sont trop lointains. En fait, comme les coûts normalement que je subis quand je m'équipe, etc., sont immédiats, il faut qu'immédiatement je vois les effets. Parce qu'on n'est pas capable, encore une fois, de penser que l'année prochaine, j'aurai gagné je ne sais pas combien d'argent. Donc, il faut que tout soit immédiat. Voilà. Non, mais je pense qu'on peut vous prendre en consultante comportementale grâce à tous ces conseils. On fait de la recherche, en fait. Donc, nous, on n'est pas consultants, on fait de la recherche, mais vous êtes les bienvenus dans notre laboratoire. On travaille d'ailleurs avec des subventions de l'Agence nationale de la recherche sur toutes ces problématiques-là. Donc, on est heureux d'accueillir tout le monde. Et on est ravis surtout d'avoir... parce qu'on est chercheurs. En tout cas, c'était vraiment très complémentaire vos trois visions aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé ce que vous expérimentez, testez, déployez aujourd'hui. Et puis, on vous invite à poursuivre ensemble cette soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.